Il suffit que je vous mette une image et je vous montre ce que vous voyez. Il n'y a pas que des petits cœurs. Surtout que pour ça, j'ai du stock. Bon, allez. Donc, on reprend le cadre du cours. C'est bon. Je vous rappelle l'idée globale. On est en train d'étudier les forces. Donc, bon, tout ça, c'est des choses que vous avez déjà vues en collège. Hein. Mais comme l'année dernière, il y a eu les problèmes que l'on sait, qu'en plus, venant de collèges différents et de classes différentes, c'est pas toujours fait de la même manière. Hein. Donc, avec vos camarades, je suis reparti de zéro. Au niveau des forces, donc ce que vous avez vu sur la dernière vidéo, donc celle qui concerne vendredi. Hein. Donc, on est vraiment, hein, comment dirais-je, revenu à la base, c'est-à-dire non pas la force, qui est un objet mathématique, la force, c'est pas quelque chose de concret, de réel, c'est une interprétation mathématique. Hein. On est revenu à ce que j'appelle l'action mécanique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand un objet va avoir une influence sur un autre. Le cas le plus simple, c'est quand il y a un contact, auquel cas vous exercez une action sur un autre objet dans le but de le pousser, dans le but de le déformer, enfin bon, différentes manières. Et on avait vu qu'il y avait en fait 4 éléments qui sont importants pour savoir les conséquences de la force. Et j'avais fait ça avec une expérience pour vos camarades. Ce qu'il y a, c'est que l'expérience, j'ai l'impression que je ne l'ai pas filmée. Non. Donc, je vais quand même vous refaire l'expérience parce que je la crois importante. Et j'aurai donc besoin de 2 volontaires. Par exemple, M. Moreza. Merci d'être volontaire. Et puis, Mademoiselle Berton. Ah ben non, vous l'avez déjà fait, vous. Mademoiselle Isman. Si vous êtes toujours là. Allez, venez. Donc, on va faire entre Mademoiselle Isman et Monsieur Moreza un test de force. Voilà. Et donc, l'idée, c'est... Alors, ça, c'est une remarque intéressante. Là, votre camarade, le premier truc, c'est je vais perdre. Sous-entendu, ça veut dire quoi? Non. Voilà. Et à ce moment-là, ça joue sur quoi? Au niveau des caractéristiques d'une force. Ouais. Mais au niveau mathématique. Ouais. Puisque traduit par quoi? Donc, une calcul, c'est-à-dire des valeurs numériques. Premier réflexe, on a une action, premier truc qu'on regarde. Et puis, quelque part, je vais être fautif aussi, parce qu'on va calculer que ça, puisque c'est la valeur numérique qui permet d'utiliser des relations, et pas le reste. Donc, c'est vrai que je vais insister sur la valeur numérique. Mais il faut bien comprendre que la valeur numérique ne correspond qu'à une des 4 caractéristiques d'action d'une force. Il n'y a pas que la valeur numérique. Et la valeur numérique, elle est aussi importante que les 3 autres, mais aussi importante, pas plus. On peut exercer une force qui est très importante avec un effet égal à 0. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est le principe du judo, par exemple. C'est-à-dire que le petit Bermugalais est susceptible de battre la personne qui fait 150 kg. C'est pas vrai. Ah, c'est l'idée. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que si j'applique un mouvement et donc une force sur quelqu'un et que je l'applique bien, à ce moment-là, je n'ai pas forcément besoin de beaucoup de force. Et là, c'est ce qu'on va voir avec vos 2 camarades. Donc, objectif, Mademoiselle Ismaël, je vous mets dehors. Vous poussez la porte quand je vous dis pour rentrer. Monsieur Moreza, lui, va pousser la porte de telle manière à ce que vous ne rentriez pas. Et celui qui gagne, c'est celui qui réalise l'action. C'est-à-dire que si vous rentrez, vous avez gagné. Si vous ne rentrez pas, c'est monsieur Moreza qui a gagné. On est d'accord? Alors, ah non, vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte, vous faites comme vous voulez. Si vous perdez, c'est ce que vous y attendez. Ça ne change rien. D'un coup, la porte, elle nous pousse par contre. Alors, je dirais au moment où alors, par contre, pour qu'il n'y ait pas de problème, je ferme pas la porte avec la poignée. Pour que vos camarades aient juste à pousser. Donc, simplement, l'efficacité, voilà, l'efficacité, c'est lié à l'application de la force. Donc, vous poussez quand je vous dis. D'accord? Il y a un avantage. Donc, monsieur Moreza, vous allez empêcher votre camarade de rentrer, mais je vous impose quelque chose, c'est de mettre votre main ici. T'as perdu. Attention de ne pas vous pincer le doigt. Mademoiselle Isman, à vous. Merci. Alors, l'expérience n'est pas finie.
J'ai demandé à votre camarade de mettre sa main ici. Clairement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas suffi. Je mets en évidence quelle caractéristique de la force? Le point d'application. Vous pouvez avoir la force que vous voulez. Si vous l'appliquez au mauvais endroit, ça ne sert à rien du tout. Ah, monsieur Moreza, il a même cherché à tricher, il a discrètement essayé de mettre son pied. Vous voyez? J'ai vu faire ça. Peut-être de manière inconsciente, mais voilà. Donc, le point d'application de la force est largement aussi important que sa valeur numérique. On continue. Non, bah, alors, spontanément, la main, vous l'auriez mis où? Voilà, le plus efficace, c'est là où vous êtes le plus loin de l'axe de rotation. Alors, quelque part, pour l'instant, on va pas cette partie de la mécanique, mais c'est quand vous avez une rotation, plus vous êtes loin, plus la force est efficace. Donc, vous allez mettre votre main au bon endroit. Mais, vous allez mettre votre bras dans cette direction. Et, M. Moreza, vous ne faites pas comme quelqu'un il y a 2 ans, qui, comme il en avait marre de se faire battre, discrètement mettait le pied et le talon, vous voyez, au niveau de la porte, pour essayer d'empêcher la personne derrière de rentrer. Donc, vous mettez juste la main là, et vous appuyez, Mademoiselle Ismaël, à vous. Merci. Alors, donc, l'idée, Mademoiselle Ismaël, voilà, c'était, il a mis la main au bon endroit, mais je vais mettre le bras comme ça. Qu'est-ce que ça change? Oui. Ouais. Quand vous mettez le bras comme ça, 80 à 90% de votre force, elle va dans la direction du bras. Par là-bas, une question musculaire. Donc, ça veut dire ici que même si je suis au bon point d'application, même si j'ai une valeur importante, si je n'ai pas la bonne direction, ça ne sert à rien. Troisième chose importante, mais ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire l'expérience. Si je demandais à Mme Isman de rentrer et je demandais à M. Moreza de se mettre au bon endroit, quelle serait la bonne direction? Voilà, comme ça, c'est-à-dire perpendiculaire à la surface. Donc, demandez à votre camarade de se mettre comme ça, perpendiculaire à la surface. Est-ce qu'il y a une chance? Ah non. Et là, je mets en évidence cette caractéristique. La direction droite, et voilà, c'est ça. Si je n'ai pas le bon point d'application, si je n'ai pas la bonne direction, si je n'ai pas le sens, je dois avoir la valeur numérique, ça ne sert à rien. Chacune de ces 4 caractéristiques a autant d'importance dans l'efficacité d'une force que les autres. Alors c'est vrai, merci. C'est vrai que on va accentuer le travail sur l'application numérique, hein, parce que ça me donne des formules et que c'est bon. Mais on va travailler quand même aussi sur les 3 autres caractéristiques à moindre difficulté. Maintenant, une direction, un sens, un endroit où exercer la force, une valeur numérique. Ça vous rappelle quoi, ça? Les vecteurs. C'est pour ça que l'action mécanique va être traduite par ce qu'on appelle un vecteur force. La force, c'est un objet mathématique qui traduit votre action. Donc c'est une représentation. L'objectif n'est pas que ce soit réel. L'objectif, c'est que la représentation me donne quelque chose de concret et qui fonctionne bien pour vous faire des prévisions derrière. Donc on va représenter une action par une flèche qu'on appelle le vecteur force. Est-ce qu'il y a des questions sur ce principe-là? Donc c'est pour ça que vous avez vu que sur les 2 premières forces que l'on a faites, à savoir le poids et puis la réaction du support, à chaque fois, on fait l'inventaire des 4 caractéristiques. Direction, sens, point d'application, intensité. Et à chaque fois, pas, en tout cas pour ce qu'on a vu, je parle de modélisation. Je pense par exemple au poids. Le poids, c'est l'action de la Terre sur nous ou sur un objet. Cette action de la Terre sur l'objet, elle s'exerce en tout point de l'objet. Et je reprends, ce que je donne comme exemple tout simplement, c'est si je prends l'action de la Terre sur nous, bon, si on a un cheveu qui se détache, le cheveu tombe. Ça veut dire que l'action de la Terre s'exerce sur chacun de nos cheveux, à chaque endroit. Quand je veux faire un dessin pour représenter le poids, je ne peux pas mettre une flèche sur chacun des points de l'objet. Mon dessin, il ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on représente ça par un vecteur force, mais on représente chaque action par un vecteur. Et en général, on dessine le vecteur, alors quand c'est le poids, c'est au milieu de l'objet. Quand c'est la réaction du support,
c'est au milieu des surfaces de contact. Mais c'est une représentation. Voilà sur ce petit rappel de ce qu'on a vu précédemment. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc on était sur... Alors, j'insiste dessus sur 2 points. On va faire ce que je pense être la partie la plus compliquée des formules de cette année. Parce que c'est vrai que la formule serait tout simplement plus grosse que celle qu'on a l'habitude de traiter. Mais par contre, c'est pas parce que c'est plus compliqué que c'est infaisable. C'est une formule qui est plus grosse. Bon, il faudra mettre peut-être un peu plus de temps pour bien la maîtriser. Ça permettra de faire des exercices un peu plus variés. Mais l'un dans l'autre, c'est faisable. Vos camarades des années précédentes, ils y arrivaient. Alors, ils y arrivaient très bien. Tout le monde n'y arrivait pas très bien. Mais ça reste vrai pour n'importe quoi. Donc, soyez pas complètement bloqués là-dessus. L'interaction gravitationnelle, c'est un peu plus compliqué, mais c'est juste ça, un peu plus compliqué. Et donc, on était sur le paragraphe 2, exemple de force. On était sur un troisièmement que j'ai appelé l'interaction gravitationnelle. Et je m'étais arrêté sur tout simplement l'expression de la formule. Et donc, la formule qui me disait, je prends 2 corps, A et B, techniquement parlant, ils sont censés être sphériques. Donc je pars sur 2 corps sphériques dans la définition. Après, comme de toute manière, on n'a que cette relation, même si le corps n'est pas sphérique, on l'appliquera quand même. Mais c'est vrai que c'est une approximation. Et la force exercée par A sur B s'écrit sous cette forme-là. Donc c'est un vecteur, puisque la force est un vecteur. Ça me donne moins G que multiplie MA, que multiplie MB, que divise D de AB, donc D indice AB au carré, fois le vecteur UAB. Voilà. Alors oui, c'est effectivement plus compliqué. Mais non, c'est juste plus compliqué. Alors, on va voir chacun des termes un par un. Moins G fois MA fois MB que divise DAB au carré fois, j'oubliais fois, le vecteur UAB. Oui. Oui. Alors, il y a plein de termes que je pense que vous devinez. Je vais faire en dessous, je vais mettre A. Disons qu'on a corps A comme ceci, à peu près sphérique, et un peu plus loin, un corps B. Je suppose, dans le cadre de mon exemple, que A est plus petit que B, mais ça pourrait être l'inverse, ça pose aucun problème. Ce que je dessine, oui, c'est pas très bon mon truc là. Ce que je dessine ici A, le point qui est ici représente le milieu. Et puis, pour B, le point représente le centre aussi de B. Je pense qu'il y a quelques termes qu'on retrouve assez instinctivement. MA et MB, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et donc, par contre, attention, unité légale de la masse? Kilogramme. Donc ça, masse de A et B, attention, obligatoirement en kilogrammes. Donc si je vous donne des grammes ou si je vous donne des tonnes, il va falloir adapter. Comme on l'a vu dans l'exercice sur le poids. Alors, sans se préoccuper du carré, DAB, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Oui. Oui. Et là, je vais vous demander de faire très attention, et donc je vais vous demander de le noter. C'est la distance entre le centre de A et le centre de B. Donc, notez-le. D de AB, distance entre le centre de A et le centre de B.
Et attention, les unités légales, pour les distances, vous le savez, parce qu'on a travaillé dessus pour les vitesses, c'est le mètre et pas le kilomètre. Donc D de AB, c'est la distance entre le centre de A et le centre de B. Et le carré est là pour vous dire que cette distance, vous la mettez au carré. Pas tout de suite. On va rajouter des choses. Donc, entre autres, par exemple, D de AB, c'est ça. J'insiste sur ce D de AB parce que beaucoup des exercices que je vais vous faire là-dessus sont des exercices qui correspondent à des exercices d'astronomie. Et souvent, j'ai la question de est-ce qu'il faut tenir compte du rayon de la planète ou pas, etc. Non. D de AB, c'est de centre à centre. Donc, le rayon de la planète là-dedans n'intervient pas. En tout cas, dans ces formules-là. Ensuite, il me reste donc 3 termes. Celui-là, celui-là, c'est facile. C'est la force. Mais attention, c'est pour ça que j'ai mis cet indice-là avec l'espèce de trait de division. C'est la force exercée par A sur B. Le trait de fraction est là pour dire par A sur B. Donc ça, c'est la force gravitationnelle exercée par A sur B. Et comme toutes les forces, c'est des newtons. Donc j'insiste, le par A sur B. Ensuite, lui. Donc UAB. UAB, c'est ce que j'appelle le vecteur unitaire dirigé de A vers B. Vecteur unitaire dirigé de A vers B. Qu'est-ce que ça veut dire vecteur unitaire? Le mot unitaire, vecteur, pas de problème. C'est? Alors, effectivement, il n'a pas d'unité, mais c'est pas ça précisément que ça veut dire unitaire. Unité, ça veut dire combien? Voilà. Le vecteur unitaire, sa valeur numérique, c'est 1. Autrement dit, quand je vais devoir faire un calcul pour trouver la valeur numérique de la force, lui, il n'interviendra pas. On va le voir tout à l'heure. Après, je crois, mais j'en suis pas sûr que vous avez déjà vu des exemples. Quand vous prenez un repère OXY, un repère orthonormé classique, vous voyez, le repère comme ça. Ça, vous l'avez tous fait. Est-ce que vous avez vu ceci? Dans un repère, on met souvent 2 vecteurs. Un vecteur traditionnellement appelé I comme ceci et J comme ceci. Mais je ne suis pas sûr que vous l'ayez encore vu. Si? Voilà. Qu'est-ce que c'est que I et J? C'est bien 2 vecteurs unitaires, puisqu'ils sont là pour définir le 1 de chacun de vos axes. Vous voyez? Mon UAB, il a exactement ce même genre d'interprétation-là. Il définit la valeur 1. Alors, si je dessine ici, vecteur UAB, vecteur unitaire, donc ça veut dire que quelque part, si je prends ma flèche, si je le dessine avec la règle, je fais 1 cm. Donc vecteur unitaire dirigé de A vers B. Donc mon vecteur UAB, il fait ça. Il est dirigé de A vers B. Sur mon dessin, vous ne le faites pas encore, mais sur mon dessin, il est comme ça. Logique? Pas de question sur cette partie-là? Alors, c'est toujours pareil, je ne sais pas où vous en êtes exactement en vecteur et dans la représentation des vecteurs. Mais ce qu'il faut savoir sur les vecteurs, c'est que je peux les dessiner où je veux. À partir du moment où je respecte la même direction, le même sens et la même longueur, c'est le même vecteur. Ça, vous l'avez vu? Alors, si vous avez fait ça, vous savez que mon vecteur UAB, quelque part, je peux le dessiner si je veux ici.
Mais là, franchement, ça sert à rien. Là où ça va être utile, c'est quand je dessine ici. On va voir tout à l'heure. Pour ça, je vous disais que je vous demande de ne pas faire le dessin tout de suite, on va rajouter pas mal de choses. Là. Donc mon vecteur UAB, spontanément, je le dessine là-bas, puisque c'est le vecteur UAB. Mais je peux le dessiner aussi ici. Le dessiner là, ça n'a aucun intérêt, c'est juste parce que j'ai le droit de le faire. Ensuite, dernier élément, lui. Donc alors ça vous le notez, parce que là j'ai plus de place pour le noter, j'ai constante de gravitation universelle. J'ai constante de gravitation universelle. Constante de gravitation universelle. Alors, constante, bah, ça veut dire que c'est toujours la même valeur. De gravitation, bon, on le met, mais c'est évident, puisque c'est dans la formule de l'interaction gravitationnelle. Universelle, ça veut dire que non seulement c'est une valeur constante, mais en plus, on suppose que c'est exactement la même constante partout dans l'univers. Donc, si je travaille avec une galaxie qui est à 10 milliards d'années-lumière, la valeur de G, c'est la même que la nôtre. C'est plus ou moins vérifié. Il faut reconnaître qu'actuellement, mais bon, vous verrez ça quand vous serez à Bac plus 4, hein, actuellement, c'est un peu contesté. Mais bon, ça reste pour l'instant vrai. Constante de gravitation universelle. En fait, c'est simplement pour dire que la force est MA MB sur D2AB carré, c'est proportionnel. Et ça, ce n'est plus ni moins qu'un coefficient de proportion. C'est juste ça. Ce coefficient de proportion a une valeur que vous n'allez pas savoir par cœur, donc que je vous remettrai à chaque fois qu'on fait les exercices, hein, mais que vous mettez là, comme ça vous les aurez pour les applications qu'on va faire. Cette valeur de G, c'est 6,67 10 puissance moins 11. Et c'est pas parce que c'est une constante que ça n'a pas d'unité. Vous vous rappelez en physique, même des choses qui sont constantes, la plupart du temps, ça a des unités. Et ça, les unités sont un peu compliquées. C'est des newtons, kilogrammes carrés, pardon, des newtons, mètres carrés, kilogramme moins 2. Après, c'est la même chose que les autres unités. Par exemple, pour petit g, le 10 mètres par seconde carré, vous embêtez pas avec les unités. C'est les unités, mais ce qui est important, c'est la valeur. Et la valeur, c'est 6,67 10 puissance moins 11. Donc vous vous souvenez, hein, c'est 0,00000000667. Donc c'est un coefficient de proportion, mais c'est un coefficient de proportion très petit. C'est newton fois mètre carré fois kilogramme moins 2. Ou si vous préférez, vous mettez un slash kilogramme carré. C'est parce que si je multiplie par des kilogrammes carrés, si je divise par des mètres carrés, ce que j'obtiens, c'est des newtons. C'est juste ça. Hein. Alors, avec cette formule, deux types d'exercices. Les exercices classiques avec la formule du calcul de ce que j'ai appelé l'intensité de la force, que l'on va voir juste après. Donc, vous aurez un certain nombre d'inconnus, donc il y a plusieurs questions possibles. Là, ça, une formule un peu plus compliquée que les autres, mais finalement, l'idée ne change pas. Deuxième type d'exercice, je n'ai pas qu'une formule de valeur numérique, j'ai des vecteurs. Et le deuxième type d'exercice, une fois qu'on l'a fait la première fois, je pense que le reste, c'est facile. Ce deuxième type d'exercice consiste à dessiner le vecteur. Juste le dessiner. Donc, c'est pour ça que je vous ai dessiné ici UAB. Et maintenant, je vais dessiner F de A sur B, c'est-à-dire la force exercée par A sur B. Et donc, pour dessiner un vecteur, hein, rappelez-vous ce que vous avez vu en maths. Hein, alors, ça peut être plus ou moins compliqué. Vous pouvez voir un petit peu les choses de manière plus ou moins évidente. Mais finalement, un vecteur, concrètement, c'est quoi? Si, c'est quelque chose. Sinon, on ne ferait pas jouer avec. Et puis, c'est vraiment de manière basique, le plus simple possible. Presque. Bah non. Comment vous le dessinez? Qu'est-ce que vous représentez avec? Ouais, c'est une flèche.
C'est tout. Ouais. Donc, un vecteur, c'est une flèche. Si vous voulez dessiner une flèche, bah, il faut 4 choses. Il faut savoir où vous allez faire démarrer votre flèche. Même si on a vu que ça peut démarrer à des endroits différents, il y a quand même un point d'attache concret habituel. En UAB, ça va de A vers B. Donc, bah, j'ai dessiné par A en premier temps. Et ensuite, je peux le dessiner où je veux. Enfin, il y a quand même un endroit où ça s'applique. Ensuite, c'est une direction, c'est un sens. Le sens, c'est l'endroit où vous mettez la flèche. Et puis, c'est une longueur. Donc, votre vecteur, c'est ça. Donc, pour le dessiner, il faut que je sache où je mets le début de la flèche. Dans quelle direction elle va. Donc, à quel endroit je mets la flèche. Et puis, si jamais je fais quelque chose avec l'échelle, quelle longueur je mets. Si on ne vous demande pas de faire quelque chose à l'échelle, vous mettez la longueur que vous voulez. C'est ce que je vais faire ici. Je vais dessiner la flèche, mais quelque part, la longueur, si elle est crédible, je m'en moque. La force exercée par A sur B. C'est pour ça que ça c'est important. Finalement, je vais la dessiner où? La force exercée par A sur B. Oui. Ouais, mais je vais la dessiner où? Plus simple. Je pars sur l'idée que si la force s'exerce sur B, je vais la dessiner sur B. C'est la force exercée par A sur B. Donc je vais regarder l'effet de la force. Donc je regarde ce qui se passe sur B. Si je reprends l'exemple que j'ai fait avec Mademoiselle Isman et Monsieur Moreza tout à l'heure, si je voulais représenter ce qu'ils ont fait là-bas, tous les deux, ils ont poussé la porte. Ben, je dessinerai ma flèche sur la porte. Parce que c'est là où ça s'exerce. Donc, si je regarde la force exercée par A sur B, je la dessine sur B. Donc, il y a une chose qui est claire, c'est que mon vecteur, il va démarrer d'ici. Ah non, attention, ça c'est le vecteur UAB. Moi, je veux le vecteur F. Mon vecteur UAB, c'est un vecteur unitaire dirigé de A vers B. Donc, UAB, en fait, c'est vraiment un concept mathématique. Par contre, ça, c'est censé représenter une action mécanique. Donc, il faut quand même que la manière dont je la dessine représente ce qui se passe. C'est pour ça que je la dessine sur B, parce que mon idée, c'est la force qui s'exerce là, je veux savoir quel effet elle va avoir sur B. Pour ça que je reprenais l'exemple de la porte tout à l'heure avec vos camarades. Je vais dessiner la flèche exercée par, enfin la force exercée par M. Moreza sur la porte. Ben, je vais la dessiner sur la porte. Parce que je veux voir comment elle bouge la porte. Donc, il faut jouer l'action sur la porte. Donc, ma force exercée par A sur B, elle va démarrer du point B. Ensuite, direction, sens. Je vous ai dit, la longueur, je m'en moque. La longueur, ce sera la valeur numérique. On va voir ça après. Donc, direction et sens. Et là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire tout ça. G, MA, MB sur D2AB carré. G, MA, MB et cette distance-là, c'est des nombres. Donc, je vais prendre la masse de A, la masse de B, je vais les multiplier ensemble. Je vais multiplier par 6,67 10 puissance moins 11. Et puis, je vais mesurer la distance, je vais la mettre au carré, puis je vais diviser. Autrement dit, tout ça, c'est un nombre. Donc, ce truc-là, là. Tout le monde a bien pris, hein, tout ça. Ce truc-là, par exemple, si je fais un calcul, je dis n'importe quoi, ça fera moins 0,5 UAB. Parce que le résultat de mon calcul aura été égal à 0,5. Tout le monde me suit? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben ça veut dire que la force et UAB, c'est deux vecteurs qui sont proportionnels. Puisque la force, c'est un nombre fois UAB. Hein? En maths, on écrit sous cette forme-là, U égale K fois B. Ou alors, vous l'avez peut-être vu sous cette forme-là, AB égale 3 fois MN. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais. Et ça, c'est la formule générale. Ouais, vous l'avez vu aussi. Bah, c'est bien ce que j'ai écrit là. Hein. J'ai bien F de A sur B, la force exercée par A sur B, qui est égale à, par exemple, moins 0,5 fois UAB. OK? Quand j'ai deux vecteurs qui sont proportionnels, qu'est-ce que ça veut dire pour leur direction? C'est la même direction. Et pour le sens? Oui, mais dans quel cas?
Voilà. Si c'est négatif, c'est le sens inverse. Si c'est positif, c'est le même sens. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que j'ai écrit ici? Ça veut dire que F et UAB sont de même direction, mais comme il y a un moins ici, ils sont de sens opposé. Comme le vecteur UAB est comme direction AB, ça veut dire que ma force ici a aussi la direction AB. Comme mon vecteur unitaire est dirigé de A vers B, eh ben, la force est dans l'autre sens, elle est donc dirigée de B vers A. Mon vecteur force va être partir de B dans la direction AB, de B vers A. Mon vecteur force, il va être comme ceci. Ah oui, non, mais j'ai mis 0,5 comme ça. Vous verrez que la plupart du temps, la force est très nettement supérieure à 1. Surtout si, comme ici, on travaille sur des planètes. Je ne vais pas imaginer, là, c'est la Terre, et puis là, c'est la Lune. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne me préoccupe pas de la valeur numérique. Ou alors après, je fais un dessin à l'échelle, je dis que 1 cm, ça fait 10 newtons, et puis je fais mon... Mais je vous demanderai juste de dessiner les vecteurs force, comme ça. Donc, ma force s'exerce comme ça. Ça veut dire que la force exercée par A sur B, elle va avoir tendance à faire quoi avec B? Comment il va se déplacer, B, avec une force pareille? Oui, voilà. Avec la force qui est dirigée comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que A va tirer vers lui B. B, il va se déplacer vers A, comme ça. Et ça, vous le savez, c'est ça. Pourquoi c'est tombé? Voilà, c'est la gravité, interaction gravitationnelle. Qu'on a expliqué aussi au premier paragraphe, et que vous avez peut-être vu au collège, avec la notion de poids. Ça, c'est ce que je vous ai fait renoter, enfin, c'est ce que j'ai fait renoter à vos camarades. Non, si, vous aussi, puisque vous avez vu le film. Le poids, c'est l'action de la Terre sur l'objet. Et une des deux actions de la Terre, et nous, on va tenir compte que de celle-là, c'est tout simplement l'interaction gravitationnelle. La Terre exerce sur l'objet une interaction gravitationnelle qui est donnée par cette formule-là, qui se traduit par le poids, et qui fait que si je lâche mon objet, il va être soumis à cette force, et cette force va le rapprocher de la Terre. Et donc, comme la Terre est en dessous, le rapprocher de la Terre, ça veut dire qu'il tombe. Si la Terre était au-dessus, bah, quand je lâche le truc, il monterait. Sur le fond, qu'est-ce qu'ils font les Australiens par rapport à nous? Ils ont bien la Terre au-dessus. Hein, ouais. La Terre, c'est ça. Nous, on est là. Mais eux, ils sont là. Bah, attention, j'ai bien dit par rapport à nous. Par rapport à nous, ils sont bien à l'envers. Hein. Donc, pour nous, l'objet, il va monter. Pour eux, il va descendre. Mais globalement parlant, hein, ça, c'est les petits trucs auxquels on le représente intellectuellement. On sait qu'il y a le poids, etc. Mais finalement, les Australiens, ils ont la tête en bas. Hein. On peut tourner ça comme on veut. C'est une réalité, c'est géographique. C'est pour ça qu'en rugby, il gagne. Mais bon, ça c'est autre chose. Est-ce que vous avez compris? Voilà. De toute manière, sur le fond, je vous demanderai que ça, hein, au niveau des vecteurs. Vous me faites le dessin? Non, non, ça vous mettez pas. Ça c'était juste pour vous expliquer. Les valeurs, vous inquiétez pas, on va avoir l'occasion d'en faire. Oui. Ah, attention, mais sur le fond, oui. C'est-à-dire que si je fais F égale moins, etc., le lien entre FAB et UAB, c'est toujours négatif. Ben, sur le fond, oui. C'est l'expérience qu'ils font au CERN actuellement, parce que l'antimatière a une définition, mais on pensait que les objets qui font l'antimatière, on pense pour l'instant qu'ils ont une masse positive.
Et à Genève, ils sont en train de faire des expériences pour voir en disant, ben, si c'est d'antimatière, peut-être qu'ils ont une marque négative. Attention, l'hélium, c'est pas de l'antimatière. La preuve que c'est de la matière, elle est dans le tableau périodique. Par contre, il y a un anti-hélium. Enfin, il pourrait y avoir. Pour l'instant, on n'a fait que l'anti-hydrogène. Oui. Pardon? Ça rentre en confusion. Regardez. Ouais. Alors, parce qu'il y a la table. Mais si je lâche par la fenêtre, ça rentre en collision avec la terre. Oui. Alors après, ce qui fait que, malgré l'attraction, les planètes ne se rencontrent pas les unes les autres, et bah, vous l'avez vu quand on a travaillé sur le mouvement, c'est qu'en fait le Soleil bouge. Donc la Terre est attirée, mais elle court derrière le Soleil. Et pareil, la Lune est attirée par la Terre, vous avez vu le mouvement, mais elle court derrière. C'est pour ça que ça ne fait pas des cercles. Ça fait une espèce de sinusoïde. C'est parce que ça court derrière. Donc ça ne tombe pas, parce que celui qui est devant est toujours en train de bouger. Si effectivement celui qui est devant arrête de bouger, ça va tout tomber. Il y a même certains astronomes qui vont avec votre idée jusqu'au bout, qui disent que la Lune tombe sur la Terre. Effectivement, c'est vrai. Et sur le fond, c'est ça. C'est bon, tout le monde a fini? Alors, toujours pareil, j'ai pas regardé votre cours de seconde attentivement, et puis de toute manière, quand je l'ai regardé, c'était il y a 3 ans, donc ça commence à faire un petit moment. Je ne sais pas si on vous a donné le nom de ce qui représente la longueur d'un vecteur. Est-ce que vous connaissez le terme norme d'un vecteur? Ouais. Est-ce que vous savez le dessiner? C'est-à-dire les deux, avec les 2 barres là, ça, vecteur UAB, puis 2 barres comme ça. Okay. Alors, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, un bon physicien, enfin en tout cas un physicien, ben, tous les bons que j'ai connus, ils étaient comme ça, c'est paresseux. Toujours. Alors, là aussi, ça fait partie des choses que je vous ai dit plusieurs fois, il ne faut pas qu'on réponde paresseux feignant. Feignant, c'est quelqu'un qui ne fait rien, puis qui a envie de rien faire. C'est un feignant. Au sens propre du terme, fait, néant. Fait, rien du tout. Ouais. Voilà. Donc, c'est dans le mot. La personne qui est paresseuse, c'est par exemple ce que certains d'entre vous ont fait en collège, c'est-à-dire qu'on fait juste ce qu'il faut pour que ça marche. Tout ça pour vous expliquer que, en physique, calculer la norme du vecteur force sous cette forme-là, c'est un peu casse-pied. C'est long, ça se fait, hein. Mais quand on fait 10 000 vecteurs comme ça par jour, au bout d'un moment, ça énerve. Donc, on a choisi de faire ça. Attention, hein, il ne faut pas le faire en maths. C'est vrai qu'en physique. Mais au lieu de s'embêter, la norme du vecteur, ben on ne met pas de flèche. Puisque ce qui fait le vecteur, c'est la flèche, ben quand je regarde la norme, j'enlève la flèche. Ça revient à faire la norme, il ne faut pas l'oublier. Mais, sur le fond, c'est plus simple. Enfin, en tout cas, je considère moi que c'est plus simple. Et, bon, on a tous cette habitude-là. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous donner la formule qui permet de calculer la longueur du vecteur. Donc, vous notez? Ah, c'est une propriété, ce n'est pas vraiment une définition. La norme d'un vecteur force s'écrit, la norme d'un vecteur force s'écrit en retirant la flèche, s'écrit en retirant la flèche du symbole. La norme du vecteur force s'écrit en retirant la flèche du symbole. Elle correspond à l'intensité du vecteur force. Elle correspond à l'intensité du vecteur force. Elle correspond à l'intensité du vecteur force.
Alors, c'est pas fini, je vais vous faire rajouter quelque chose, mais avant, un petit mot. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur le signe d'une norme? Voilà. Une norme, c'est toujours positif. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'un vecteur, en fait, la notion même de signe de vecteur est quelque chose de pas mathématique du tout. Mais plus simple que ça, la norme, ça représente quoi sur un vecteur? On l'a dit tout à l'heure. C'est la, non, la norme. Ouais, c'est la longueur. Une longueur, ça peut pas être négatif. Hein. J'ai 1 mètre, mais je peux pas avoir moins 1 mètre. Pas possible. Donc une norme, c'est toujours positif. Ce qui veut dire que l'intensité d'un vecteur force, c'est toujours positif aussi. Ce qui veut dire que le moins qui est là, il n'apparaîtra pas dans la valeur numérique de la force. Le moins qui est là, il n'est pas pour le chiffre. Le moins qui est là, il est pour le vecteur. Le moins qui est là est pour vous dire que la force et le vecteur sont de sens opposés. Et il n'est là pour dire que le sens du vecteur force. Donc dans la valeur numérique, je ne le mettrai jamais. Parce qu'une valeur numérique sera toujours positive. Donc je vous fais noter ça à la suite. Représente l'intensité du vecteur force. Elle se mesure en newton. Donc la norme. Elle se mesure en newton. Et sera toujours positive. Elle se mesure en newton et sera toujours positive. Pour l'interaction gravitationnelle, elle se mesure en newton et sera toujours positive, point. Pour l'interaction gravitationnelle, donc sera toujours positif, point. Pour l'interaction gravitationnelle, on écrira la relation. Pour l'interaction gravitationnelle, on écrira la relation. Et donc, c'est celle que vous allez utiliser concrètement dans les exercices. Hein. F de A sur B, mais sans la flèche, est égal à, sans le moins, G fois MA fois MB. Sur la distance AB au carré, effectivement, M. Moreza, à moins, M. Richard, et on ne met pas alors le machin, le vecteur unitaire UAB, et on ne le met pas pourquoi? Alors, oui, mais il y a une deuxième raison. Non, c'est plus simple que ça, c'est parce qu'il vaut 1. Et donc, ça voudrait dire que je multiplie ça par 1, et multiplier ça par 1, ça ne sert à rien du tout. On enlève le moins, parce que ma norme, elle représente la longueur du vecteur. Et ma longueur, elle doit être positive. Ouais. Donc, ce n'est pas une opération mathématique qui fait que j'enlève le moins. C'est tout simplement parce que je dois avoir un truc qui est positif. Pardon? Donc, le moins, on l'utilisera que pour dessiner la flèche. Oui. Alors, en contrôle, si je vous demande calculer la valeur de l'intensité de la force, on met la deuxième. Si en contrôle, je vous demande représenter la force exercée par, représenter, c'est le dessin, à ce moment-là, on met la première. En étant bien d'accord que de toute manière, celle-là, au mieux, dans un exercice, je l'utilise qu'une fois, le reste, c'est du calcul. Alors, comme on a fait les autres fois, il y a plusieurs formes là-dedans. Déjà, il faut regarder ce que je peux vous demander. Lui, c'est clair. C'est 6,67 10-11. Donc lui, je ne vous le demanderai jamais. Donc je peux soit calculer une force, soit vous faire calculer MA, soit vous faire calculer MB, soit vous faire calculer la distance. C'est pour ça que par rapport aux autres formules, elle est un peu plus compliquée. C'est que dans les autres formules, il y a 3 choses à calculer. Là, il peut y en avoir 4. D'un autre côté, si je vous demande la masse MA ou si je vous demande la masse MB, finalement, c'est un peu la même chose. Hein. Une masse. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, il n'y a encore que 2 autres formes. Soit je calcule une masse, MA, et pour MB, ce serait symétrique. Donc la deuxième forme, il faudrait que je passe tout ça de l'autre côté. C'est-à-dire que la deuxième forme me donne MA égale
la force fois, vous vous rappelez, si je fais passer ça de l'autre côté, c'est parce que je multiplie par la distance au carré. Donc, D2AB au carré. Que divise G et MB. Voilà la deuxième forme de la formule, qui correspond à la question « Calculer la masse de ». Et donc, je répète, si je vous demande de calculer MB, vous m'écrivez la même formule en remplaçant MA par MB. Hein. Ça fait FAB fois la distance au carré sur G fois MA. Deuxième forme, la distance. Je vous demande de ne pas écrire tout de suite. Pour regarder la formule. Je prends ça et je veux la distance. Ben, l'un dans l'autre, c'est facile. Je vais faire une espèce de produit en croix. Je vais avoir distance AB au carré est égale à G fois MA fois MB sur F de A sur B. Attendez, j'ai dit pas écrire. Je vous dis de pas écrire, pourquoi? Parce que mon inconnu, c'est la distance. Et là, j'ai quoi? La distance au carré. Comment je fais pour enlever un carré? Donc, en fait, la troisième forme de la formule, c'est distance AB égale racine carrée de G fois MA fois MB sur la force. Voilà pour la troisième forme de la formule. Donc faites attention à cette histoire de racine carrée. Je le réécris là-haut? Ouais. Ah bah, tout simplement parce que j'ai mis au carré ici. Ah, parce que n'oubliez pas comment c'est fait. Hein. Celui qui a travaillé là-dessus, c'est M. Newton. Bon, il y en a plein d'autres avant, mais il a remarqué que je faisais une proportion avec la masse, ça marchait bien. Si je multipliais la masse par 2, la force était multipliée par 2. Et il a remarqué que la force était divisée par 4 si la distance était multipliée par 2. Donc il en a déduit qu'il y avait une inverse de proportion et qu'il y avait un carré. Donc je vous le réécris ici. La distance, c'est racine carrée de G fois MA fois MB sur la force. On est bien d'accord, pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait à l'aise au quotient, que c'est la même chose que ça. Je peux tout mettre au numérateur. Et je peux le mettre devant, et ça c'est mes petites habitudes pour bien montrer que G est un coefficient de proportion, ça c'est pour la signification, ou dans les calculs sur la calculatrice, je le mets dans le quotient. Au choix. C'est vous qui préférez, enfin vous mettez comme vous voulez. Pardon? Ce sera toujours les mêmes. Donc, quand je vous demande une force, vous m'appliquerez celle-là. Quand je vous demanderai une masse, vous m'appliquerez celle-là. Quand je vous demanderai une distance, vous m'appliquerez celle-là. Avec toujours la même idée, ceux qui sont à l'aise en maths, bah, vous prenez que celle-là par cœur, et puis les autres, vous les retrouverez, puisque ça va bien au niveau maths. Ceux qui sont moins à l'aise, bah, c'est mieux d'avoir ça en tête. Alors, avant de faire une application, j'allais dire deux petites choses. En fait, c'est pas si petit que ça. Deux choses importantes. Vos camarades des années précédentes faisaient tous les mêmes fautes, qui représentent à elles 99% des erreurs que je vois dans les exercices. Et dans chaque classe, chaque personne des classes des années précédentes, mais ça va jusqu'en terminale, faisait au moins une fois l'erreur. Ces deux fautes, elles sont toutes au même endroit. C'est celle-là. C'est sur la distance. La première faute traditionnelle, bon, c'est bien attention, mais c'est une faute quand même, c'est que comme on travaille en astronomie, la plupart du temps, je vous donne les distances en kilomètres. Et donc la faute traditionnelle, c'est d'oublier de les mettre en mètres. Hein, puisque quand je vous ai fait l'explication, je vous ai bien dit que c'était des mètres. Donc la distance doit être en mètres, il faut penser à la mettre en mètres. C'est rare les applications où elle n'est pas en kilomètres. Et la deuxième faute, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est pas vraiment une faute d'écriture.
C'est-à-dire que quand je vous demande, en tout cas quand je demandais à vos camarades des années précédentes de m'écrire la formule, ils l'écrivaient bien. Mais sur la calculatrice, comme ça, c'est assez long à faire, vous allez voir dans l'application, souvent, ils oublient de mettre le carré ici. Non pas sur la formule, hein, sur la calculatrice. Parce qu'il y a tellement de choses à écrire que le carré est oublié. Ou alors le carré est mis avec de mauvaises parenthèses. Ça arrive aussi, c'est moins fréquent. Donc retenez bien deux choses, la distance en mètres, donc bien transformer les kilomètres en mètres, et bien penser à ce que la distance sur votre machine soit au carré. Voilà pour les formules. Après, on va faire comme d'habitude, on va faire des applications. Mais avant de faire l'application, une petite remarque. Je ne vous l'ai pas fait écrire parce que ça correspond à ce qu'on a fait vendredi avec vos camarades. Faites bien attention que l'interaction gravitationnelle, c'est une force qui s'exerce sur tous les objets qui ont une masse. Quel que soit votre objet, il va subir l'interaction gravitationnelle. Tout ce qui est sur Terre, ça subit son poids, l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre. Il ne faut pas oublier que tout objet qui a une masse crée de l'interaction gravitationnelle. Au niveau des objets, on est soit A, soit B. Nous, on se place tout le temps instinctivement sur B. Et je subis l'interaction gravitationnelle. Mais vous, comme moi, on exerce de l'interaction gravitationnelle. Donc, vous, comme moi, on attire tous les objets qui sont autour de nous. Systématiquement. Et cette force, elle est concrète, elle existe pour de vrai. Sauf que, quand je la calcule, et vous allez faire le calcul juste après, cette force, en intensité numérique, elle est très faible. Elle est de l'ordre de 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 8 newtons. Alors que, par exemple, l'action de la Terre exerce sur nous, c'est en gros 500 newtons. Donc, quand on exerce, nous, une force de 0,0000 quelque chose, ça ne se voit pas. C'est pas parce qu'elle ne se voit pas qu'elle n'exerce pas. Elle ne s'exerce pas. Aussi curieux que ça puisse paraître, quand je fais ça, le stylo descend parce que la Terre l'attire, mais on va voir tout à l'heure que la Terre monte parce que le stylo l'attire. Sauf que, avec un truc comme ça qui fait 100 grammes, donc la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre vaut 1 newton, et donc avec 1 newton, je fais descendre mon stylo. Et on va voir tout à l'heure que l'interaction gravitationnelle exercée par le stylo sur la Terre, c'est 1 newton aussi. Et avec 1 newton, je ne fais pas bouger quelque chose qui fait 6, 10 puissance 24 kg. La force existe, mais son effet est quasiment négligeable. D'accord sur l'idée? Pas de questions particulières? Alors, vous me faites l'exercice 2 de la planche. Oui. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, l'exercice 2, et toutes les valeurs numériques dont vous avez besoin pour faire l'exercice sont sur la partie droite, là, en bas. Il est un petit peu plus long que d'habitude, il y a 5 questions. Ah zut, c'est à quelle heure que ça? C'est à 11h30, hein? Ah oui. Bon, essayez de me faire au moins la première question. Si vous pouvez en faire 2, ce sera bien. On corrigera ça demain. Donc, quand je vous demande la force exercée par le Soleil sur la Terre, première chose qu'il faut savoir, est-ce que le Soleil c'est A ou c'est B? Est-ce que la Terre c'est A ou c'est B? Alors, vous allez voir que ça change sur la signification. Ça change énormément sur le dessin. En fait, sur la valeur numérique, c'est pareil. Parce que je fasse MA fois MB ou MB fois MA. Et ça, on va le voir après.
Bon. Est-ce que par contre, vous, dans la formule sur la relation, non, à aider encore, ah non, moi je vais mettre pour soleil terre, je vais mettre S pour soleil et T pour terre. À chaque fois, je m'adapte et quand on a cette relation, vous la mettez directement avec SCT. Ah, sur la troisième question, quand je m'en vais entre vous et si votre voisin va venir, bah, je mettrai HCH, quoi. Je vous recommande de bien poser votre calcul avec des valeurs numériques avant de le mettre sur la machine. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous fassiez ça en application avec votre calculatrice. C'est là où ça va être le plus susceptible de faire des erreurs. Et n'oubliez pas les deux fautes dont je vous ai parlé. Allez, je vais revoir 19 calculatrices. N'oubliez pas que vous devez savoir par cœur ce à quoi correspond million et milliard. Vous devez savoir à quel chiffre correspond le terme million et à quel chiffre correspond le terme milliard. Ouais. Avant. C'est pour ça que vous voyez, j'ai un poids de 10 puissance 3 là. Ouais, 150 puissance 6, 150 millions de kilomètres. Ah oui, non, on peut faire 20. Ah, oui. Bon, si vous m'écrivez 1,5 puissance 11, ça va pas bien. On va le mettre au carré. Ou si votre question, est-ce que je peux écrire 150 puissance 9, c'est un problème pour ça. Oui, je regarde. Non.
Vous devez avoir quelque chose en 10 puissance 21. Ah. Ah. Non, oui, vous avez raison, c'est 10 puissance 22. Oui, tout va bien. Ok. Bon, moi, je m'embête pas, hein. Je mets 2 chiffres après la virgule au maximum. Mais ça, c'est comme on a dit en bois. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Mais je veux quand même au moins 2 chiffres en nulle. Oui, ça a l'air de rien, hein, mais mettre dans la calculatrice, c'est pas si simple que ça. Vous devez trouver quelque chose genre 3,3 10 puissance 22.
si vous avez... Pardon? Ah, pardon, alors c'est 3,55. 1822. On corrigera ça demain. Allez, c'est parti. Et s'il m'avançait une ou deux questions pour demain, si vous avez le temps. Et s'il m'avançait une ou deux questions pour demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Là, il y a une écharpe là. Elle était peut-être au début. Bon, c'est pas vous. Au revoir. Au revoir. Oh, vite.